victoire du 15 de France face à l'Argentine 29-20 samedi soir. Et pour m'aider à faire ce petit débrief, j'accueille Maxime, un rédacteur rugby du Club 115. Salut Max. Salut à tous, quel plaisir d'être avec vous. Alors oui, c'est vrai que c'est un plaisir. La France a débuté sa campagne d'automne par un beau succès face à l'Argentine. Ce que je te propose, Maxime, c'est que on a fait plusieurs articles déjà sur le site. On a vu les top et les flops du match. On va avoir un article qui va sortir sur les erreurs d'arbitrage potentielles de cette rencontre. Et ce à quoi on pourrait s'attaquer aujourd'hui, c'est les notes des 23 joueurs de l'équipe de France, mais aussi les notes du staff. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ça me va, je te suis. Eh ben partons sur ça, Max. Alors on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. L'équipe de France qui a quand même réussi à inscrire deux essais face à une équipe hargneuse d'Argentine qui avait à cœur de faire un gros match après un rugby championship qui était raté. Alors commençons par les notes des avants français, du pack français. Et donc on va commencer par notre numéro un, par Cyril Bay. Qu'est-ce que tu as pensé de Cyril Bay et quelle note tu lui mettrais, Max? Ouais, c'est vrai, tu vois, je mettrais 7 sur 10 parce qu'il fait un bon match, il est très souvent présent dans la ligne, c'est un pilier très mobile. C'est pas lui qui a été pénalisé en mêlée, il a su tenir alors que la mêlée était parfois un peu chahutée, battue même. On pourrait en débattre aussi des poussées en travers des Argentins, mais 7 sur 10 me semble bien pour Cyril Bay, ouais. Je suis d'accord avec toi, il a fait preuve de beaucoup d'activité. On l'a vu pas mal balle en main, il a réussi à gratter des mètres et je trouve que c'est quand même un pilier qui, au fil des mois, s'affirme de plus en plus. Il y a encore quelques années, Cyril Bay, c'était pas du tout un joueur qui était capable de livrer une prestation comme ça avec de la mobilité, de la puissance. Et c'est vraiment en train de devenir un très très bon pilier à l'échelle mondiale. À voir jusqu'où il peut aller. J'ai entendu dire comme quoi ce serait peut-être l'un des meilleurs à son poste dans le monde. J'en suis pas encore persuadé quand même, mais en tout cas, il gravit les échelons petit à petit et je pense qu'il aura son apogée peut-être pour la Coupe du Monde. Ça dépend de qu'est-ce que tu entends par les meilleurs piliers du monde. Est-ce que tu fais un top 3? Est-ce que tu fais un top 5? Si tu fais un top 5, il peut y être. Si tu fais un top 3, c'est pas convaincu. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, quand on me dit vraiment top piliers mondiaux, je vais regarder ce qui va se faire dans les nations comme l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, bien sûr. Et puis après, je prendrai l'Angleterre, Irlande, Pays de Galles. Mais même si on peut aussi d'ailleurs inclure Écosse et Argentine sans problème. Et je suis pas persuadé qu'il soit dans le top 3 parmi ces nations-là. Top 3 pied gauche, top 5 il y a, je pense. Ouais, je suis d'accord. Mm. Totalement. Ouais. Ouais, donc moi 7 ça me paraît aussi justifié. Avant de faire peut-être Julien Marchand, on peut rester sur les piliers titulaires. On avait Mohamed Aouas qui a joué ce match. J'ai vu pas mal de critiques sur Mohamed Aouas, sur le fait qu'il était peut-être peu présent, etc. Perso, j'ai trouvé que son match était contrasté. On a vu du bon, on a vu du moins bon. Mais malgré tout, difficile de lui mettre vraiment une mauvaise note, étant donné que la France a quand même remporté le match, qui n'a pas fait d'erreur, qui n'a pas coûté de points à son équipe. Moi, je lui mettrais un 6 à Mohamed Aouas. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord parce que on en parlait un peu en off tous les deux et on le voit, il fait une erreur sur une trappe en rattrapant un trois quarts à la course au plaquage. Donc c'est un match très contrasté, mais c'est un bon match de sa part. Il y a un mois qu'il a pas joué, donc c'est normal. Il faut du temps et c'est aussi la marque de confiance du staff. Donc il faut du temps, mais c'est bien qu'il ait pu jouer ce match et j'espère qu'on le reverra parce qu'il a des qualités intéressantes. Oui, c'est peut-être notre pilier droit qui est le plus à même de débuter une rencontre, hein. Je dis bien de débuter, pas forcément notre meilleur pilier droit. Mais pour débuter, on a vu que ça restait SFC, la maille Mohamed Aouas, et puis il va progresser aussi au fil des rencontres. On attendait, il y a encore quelques semaines, on attendait Wilfried Patin à ce poste. On a vu qu'il a été renvoyé à Castres. Ouais. Est-ce que pour toi, sur ce que tu vois, peut-être en top 14, est-ce que pour toi c'est tellement justifié qu'Awas soit présent et pas Patin par exemple? Sur le premier match, quand j'ai vu qu'Awas s'était rappelé et qu'à l'inverse, Patin était renvoyé en club, je me suis dit c'est étonnant parce que Awas s'était blessé, il n'a pas joué. Patin était en forme à Castres, il marque des essais, il est puissant, il est bon en mêlée. Mais on n'est pas dans la vérité du staff, on n'est pas dans la vérité de ce qui se passe à l'entraînement pendant que les joueurs sont en équipe de France. Donc, sauf il a peut-être déçu, ça se trouve c'est simplement un très bon joueur de club, mais pas plus. Et Awas, il y a la confiance du staff, c'est possible qu'ils aient décidé de jouer dans la continuité. Ça fait 10 ans qu'on s'embête à faire du changement tous les 4 matins quand il y a un joueur en forme. On a vu les résultats. Aujourd'hui, on fait la politique de la continuité et ça marche puisqu'on gagne des matchs. Donc, On fait la politique de la continuité de manière globale, évidemment. Il y a certains postes où on a pu
mettre des nouveaux joueurs au lieu de ceux qui étaient en place initialement. Mais c'est vrai que globalement, il y a une politique de la continuité qui est assez appréciable. Et moi, je suis d'accord sur le fait que c'est bien de maintenir une confiance à Mohamed Awas. Il s'inscrit ouais, dans un projet de jeu, dans un projet collectif. Et puis, je pense qu'il n'a pas encore donné tout ce qu'il avait donné à cette équipe perso. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est encore un joueur qui peut progresser, c'est pilier droit. Mm. C'est un poste où on atteint vraiment une maturité tardive, vers les Mm, 28, mm. 29, voire les 30 ans. Oui, oui, Donc ouais. même après, quand tu vois encore la performance là, de Furlong ce week-end, on peut espérer qu'il fasse une belle carrière pour encore plusieurs années, quoi. Mm. Ouais, mais il a peut-être encore 4-5 ans devant lui, hein. Ouais. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire sur le pilier de Montpellier? Ouais, ouais, c'est bon pour moi. Eh ben, je te propose qu'on passe à Jus Marchand, Toulousain. Match pareil, peut-être contrasté. Quelle note tu mettrais à Julien Marchand? Moi, je serais assez critique d'envers Julien Marsan. Je sais, je vais me faire attaquer pour ça, mais il prend un carton jaune. Et ça, c'est son action sur le carton jaune me fait dire qu'il mérite pas plus de 6. Et moi, je lui mettrais 5,5 parce que ça nous met à 10 pendant 10 minutes. Enfin, 14 pendant 10 minutes, pardon. Et son geste est stupide. Et on n'a pas l'habitude de le voir. On sait que c'est un joueur intelligent. On n'a pas l'habitude de le voir à faire ce genre de choses. Il avait la pénalité pour lui. Qu'est-ce qu'il allait s'embêter? C'était tout le tort était chez les Argentins. Ils allaient prendre un jaune pour eux parce qu'ils allaient continuer à chambrer et parce qu'ils attaquaient un peu. Qu'est-ce qu'on a vu s'embêter à faire ça? On a pris un jaune aussi nous. Ce qui fait que derrière, on fait un lancer pas droit en touche. On prend une mêlée contre nous. Non, on peut pas se permettre de faire ça. Derrière, il fait des très bons grattages. Il fait un très bon match derrière. Il se rattrape parfaitement. Mais je peux pas lui pardonner ça parce que contre l'Argentine qui a un plan de jeu moyen, ça passe. Mais contre les Blacks, on peut pas se permettre de faire ça. Ouais, ouais, je suis d'accord sur le constat. Après, sur la note, elle est peut-être un petit peu sévère, étant donné que si la seconde période, par exemple, il va quand même au mastic, et puis ça reste un joueur important. Mais c'est vrai que le fait que ce soit justement un joueur prépondérant pour l'équipe de France, ça déçoit doublement par rapport au comportement qu'il a eu contre l'Argentine. Malgré tout, il faut dire aussi que les Argentins ont provoqué les Français. Les Français ont été idiots de tomber dans le piège. Mais comme l'a dit à assez juste titre Antoine Dupont, il fallait aussi montrer qu'on était chez nous et qu'ils n'allaient pas pouvoir faire ce qu'ils voulaient pendant tout le match. Donc bon, bah, c'est vrai que les côtes du première ligne argentin ont un petit peu sifflé sur le coup de sang de Jules Marchand. Il a montré bah, qu'il était présent. Donc moi je te trouve un petit peu sévère parce que ouais, en effet il y a eu des grattages, mais moins présent aussi dans le jeu à la main. Et oui après, est-ce qu'il mérite une moins bonne note que Mohamed Awas? Je suis pas sûr quand même. Donc moi je partirais sur un 6 ou un 6,5. Mais c'est vrai que je suis d'accord, le pénalisé même par rapport à Cyril Bay à qui on a mis 7 parce que bah, Bay il a fait un match propre à côté. C'est ça, c'est ça. Et puis, comme tu dis, c'est un joueur important. Et puis, si tu perds ton talonneur, Mm. tu perds ton lanceur en touche, tu es obligé de sortir un troisième ligne s'il y a des mêlées. Perdre ton talonneur pendant 10 minutes, c'est pas dramatique. Tu peux Bah, aller ça n'est pas loin. mais surtout pour une faute comme ça en fait, si ça avait été une faute qui t'empêche de prendre un essai ou quelque chose comme ça, à la limite, c'est pardonnable, mais là, c'est vrai que pour ce qu'il a fait par rapport au joueur, à sa stature, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. C'est ça. Et puis, tu disais qu'il fallait montrer qu'on était présent. Moi, je pense que pour montrer que tu es présent, tu peux avant tout le faire dans le jeu, où tu leur mets des grosses percussions, des gros plaquages, tu peux leur mettre des points, tu leur fais mal. C'est comme Ouais. ça que pour moi, tu réponds à cette hargne et à ce chambrage argentin. C'est vrai. Pas en leur mettant des coups dans les côtes. C'est vrai, mais le problème aussi, c'est que sur la première mi-temps, on a été pris dans l'engagement physique et c'est peut-être aussi, enfin, son coup de sens, c'est peut-être aussi la traduction d'une équipe de France qui a été prise en première mi-temps. Oui, c'est certainement possible. Oui, certainement possible. Ok, bah écoute, on a parlé de Julien Marchand, on a déjà évoqué deux Toulousains. On va parler d'un troisième maintenant, Thibaut Flamand, qui honorait sa première cape sous le maillot français. Il portait le numéro 4. Thibaut Flamand, auteur d'un match plein, qui a marqué un essai sur un superbe service de Mathieu Jalibert. Meilleur plaqueur français de la rencontre avec 11 plaquages réussis, malgré le fait que les Argentins ont eu assez peu de ballons en main. Donc Flamand, perso, moi je lui mets une belle note, je lui mets 8 pour le féliciter de son match. Léger déficit de puissance qu'il a bien compensé par d'intelligence de jeu et de la rigueur, beaucoup d'agressivité. Qu'est-ce que tu penses toi de son match à Thibaut Flamand? Ouais, pareil, c'est une première sélection, Stade de France. C'est un moment où il y a de la pression. C'est ta première sélection, il faut répondre présent, etc., titulaire. Donc, non, ouais, je suis d'accord avec le 8 sur 10, fait un bon match.
comme tu dis, déficit de puissance, mais il a su compenser en cherchant des trous, en étant intelligent dans sa percussion quand il avait le ballon. Donc non, non, je n'ai pas grand-chose à redire dessus. Très bon match. Mérite d'être revu. Ça peut être le numéro 4 titulaire de l'équipe de France pour 2023. Parce que le roux est un peu en deçà. Il commence à se faire sentir un peu l'âge. Donc ouais. Ouais, Est-ce ouais, j'ai est-ce que pas, tu pas penses grand-chose d'autre à dire au que final. est-ce que tu penses que le déficit de puissance de Flamand peut être un problème pour l'équipe de France? Je pense pas. On parle de déficit de puissance, mais je pense que les fois où il s'est fait battre, c'est parce qu'il est tombé sur à chaque fois deux gros défenseurs. On sait que les Argentins, c'est très physique et on a vu même les plus puissants néo-zélandais face à cette Argentine se faire, euh, se faire battre en puissance par certains troisième lignes argentins. Donc, déficit de puissance face à des brutes argentines, oui, mais dans le rugby moderne, c'est pas non plus préjudiciable, je pense. Bah en fait, là, c'est ce qu'il a bien compensé justement par son essai. Et son essai, c'est un vrai essai presque de trois quarts ou de troisième ligne au minimum. On l'a vu prendre l'intervalle et puis aller conclure, aller pointer dans l'embut. Il y a des qualités de vitesse, il y a des qualités aussi d'évitement. C'est pas un joueur qui fonce de manière bête et méchante sur son vis-à-vis. Donc sur ça, c'est quand même positif. Puis il a le droit aussi de progresser. Ça reste un jeune joueur, il a 24 ans. D'ici 2023, il en aura 26. Il a le droit de progresser aussi en puissance. Donc c'est vrai que c'est assez prometteur. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Mm. Et donc, on peut peut-être évoquer maintenant son compère en deuxième ligne, Paul Willemse. Paul Willemse, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'est toujours difficile de noter un 5 parce que le 5, c'est un peu comme le 6 ou le 7. C'est un travailleur de l'ombre. C'est quelqu'un qui va charbonner, qui va être. Tu vas pas voir à la vidéo, tu vas pas voir. Il sera pas dans les highlights du match, tu vois. Mais je trouve que dans ce rôle un peu de travailleur de l'ombre, de soutien, de plaquage, de porter les ballons quand il faut porter le ballon pour faire un tas et pour mettre un peu d'ordre, il a été bien. Il fait pas un immense match comme on a pu le voir, notamment au Pays de Galles il y a 2 ans. Mais il fait un bon match et je le récompenserai bien d'un 6,5 sur 10 parce que ouais, ça me semble être cohérent. 13 sur 20, c'est pas mal. Ah, je te trouve, là pour le coup, je te trouve généreux avec lui. Personnellement, je suis d'accord sur le fait que ce soit difficile et qu'il accomplit les tâches de l'ombre, mais le fait qu'on ait quand même globalement été pris par les Argentins, j'ai trouvé que ça avait fait que Willem C, bah, il en a pâti et je trouve qu'il souffre un petit peu de la comparaison avec la deuxième ligne argentine, Guido Petit et Thomas Lavanini. Par rapport à ces deux joueurs, je l'ai trouvé nettement en dessous quand même sur son abattage. Et moi, je lui mettrais 5,5, 6 vraiment grand maximum. Et oui, je suis un petit peu déçu de la prestation de Paul Villemc. Je trouve qu'il nous a habitués à mieux. Oui, je suis d'accord, il nous habitue à mieux. Après, il était derrière Awas en mêlée, donc forcément, ça n'a pas aidé à se montrer parce qu'Awas a subi la mêlée. Encore une fois, les poussées en travers Argentine pas vues ont fait leur travail pour qu'on ait une vision négative de Awas sur ce match en mêlée, mais je trouve qu'il a quand même tenu son rang dans le jeu courant et il nous habitue à mieux, c'est sûr. Mais il fait quand même un match intéressant dans le jeu, dans la défense et dans le soutien permanent. Ouais, mais tu vois, t'as pointé un truc qui était important, c'était les tâches de l'ombre. Et dans le travail de l'ombre, justement, la France a été bien prise. On a eu du mal à développer notre jeu parce que dans les rucks, on était pris, parce qu'en conquête, sur certains points chauds, on a été pris aussi. Et du coup, tu peux pas. Willem C peut pas sortir tout blanc finalement de ça. Non, c'est sûr, c'est pour ça que je le mets que 6,5, tu vois. 6, allez, 6, 6. Moi, je pense qu'on peut s'accorder sur 6 pour Willem C en effet. Et du coup, après, on verra comment on fait parce qu'après les notes, on abordera la composition qu'on mettrait face à la Géorgie. Et on verra si on conserve la confiance pour Willem C ou si on aligne à notre deuxième ligne. Maintenant, on peut passer à François Cross. François Cross qui jouait numéro 6 de l'équipe de France. François Cross qui réalise un très gros début de saison dans sa lignée de ses excellentes performances lors des phases finales la saison dernière. François Cross qui est un titulaire presque indiscutable de cette équipe. François Cross, tiens, je vais prendre la parole pour lui. Et bah c'est un petit peu pareil que Kevin MC. Moi j'ai trouvé pris en fait dans le combat François Cross. Il n'a pas eu le rayonnement auquel on était habitué. Il n'a pas été au soutien comme à son habitude non plus des porteurs de balles. Défensivement, on ne l'a pas vu sortir de gros plaquages. Et finalement, je trouve que c'est un match moyen pour lui. Comme Willem C ou Avois, ce sera pour moi un 5,5 ou un 6. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est vrai que, ouais. Pas grand chose à redire, hein. C'est Ouais, ça, tu as dit un peu pris, pas aussi à l'aise en défense ou en portant le ballon. Donc, non, non, si ça me semble être réaliste. et oui, et pour dire que on n'a rien contre. Évidemment, François Cross, en plus, c'est un joueur qu'on adore, même Paul Villemc ou Awas, on n'a rien contre ces joueurs-là, mais
leur performance qu'on pourrait qualifier de moyenne, elle est aussi à mettre en perspective avec la grosse performance des Argentins devant. Les Argentins ont fait un très très gros match du 1 au 8. Devant, ils nous ont vraiment fait la guerre de partout. Et du coup, bah forcément, la performance de nos joueurs s'en sont ressentis. Il y avait un adversaire en face qui a montré beaucoup de densité physique. Et c'est vrai on a peut-être pas cet ADN, nous, on est peut-être des joueurs de peut-être voilà plus pour pratiquer peut-être un beau rugby, même si on sait mettre la tête, mais effectivement face à des gars, peut-être qu'on peut pâtir un peu du combat et du coup, bah, un joueur comme Cross, on l'a moins vu, on l'a pas vu trop à son aise. Ouais, je pense que c'est aussi ces difficultés de devant viennent du fait que derrière, on en reparlera, mais viennent du fait que derrière, on n'a jamais réussi à être vraiment puissant et à franchir par nos joueurs de derrière. On en reparlera de Ntamakandous. Ils ont aussi subi le fait qu'il n'y ait pas un joueur derrière, perce muraille, pour eux-mêmes leur permettre de suivre ce joueur-là et d'être fort dans ce moment-là. Oui, il y a effectivement il y a une partie de ça. Après, il faut pas pour autant que nos auditeurs pensent qu'on renverse la charge du combat physique. C'est bien aux avants de mettre l'équipe dans l'avancée de base. Et le rugby commence devant. Et c'est vrai que c'est d'abord aux joueurs, des joueurs comme Cross ou Willem C qui devaient nous apporter cette puissance devant, plus que des trois quarts. Mais effectivement, si on avait eu des trois quarts pour bah, peut-être oui, prendre un intervalle, etc., là on aurait pu voir un Cross au soutien, on aurait pu voir un Willem C apporter sa puissance dans un ruck et pour continuer à faire vivre la balle. Exactement, c'est vrai, Voilà. totalement ça. Donc on peut peut-être passer à Cameron Wauquiez. Alors Cameron Wauquiez, si vous suivez un petit peu ce qu'on écrit sur Cameron Wauquiez, ça fait plusieurs mois qu'on le compare à Maro Itoje en raison de leur qualité athlétique et leur qualité technique en commun. En raison aussi du fait que Itoje avait commencé troisième ligne avant d'être repositionné deuxième ligne. On milite depuis plusieurs mois pour que Woki soit repositionné deuxième ligne. Alors il a joué tout le match, dont une partie, le dernier quart d'heure en numéro 4. Qu'est-ce que tu as pensé de Cameron Woki, d'abord troisième ligne, puis deuxième ligne, toi? Moi, je pense que ce qui m'a marqué surtout, c'est à quel point tu étais heureux quand il a glissé en 4. Bah, Je m'en souviens bien de ces beaux messages que tu m'as envoyés. Mais oui, c'est notre bon match de Woki. On l'a moins vu dans ce côté athlétique qu'on l'avait vu en Australie ou comme on l'avait vu avec Bordeaux. Mais c'était un match d'avant. C'était dur de vraiment être athlétique devant. Tous les avants se sont réduits à un travail de l'ombre et à un travail de puissance, de sap. Et on n'a pas pu voir vraiment des avants faire des grandes envolées comme Woki a l'habitude. C'est plus contenté de faire un travail d'un set travailleur plus qu'un set fantasque. Donc match intéressant. C'est pas son meilleur match à l'équipe de France, mais un 6,5 sur 10 je pense, parce qu'il a quand même changé de poste en cours de match, ce qui n'est pas évident. Et il a quand même fait un match correct. Donc 6,5 me oui, semble une bonne note. oui, je suis d'accord avec ton constat. Bah, contrairement à un joueur comme François Cross, il a bénéficié du fait d'avoir joué tout le match et donc d'avoir pu se montrer aussi à un moment où l'équipe de France était conquérante parce que Cross est sorti à la 55e. Donc finalement, il a eu que le moment où la France avait un petit peu de mal à mettre son jeu en place. Woki, lui, il a pu jouer dans une équipe de France bah, qui a dominé quand même son sujet sur les 20 dernières minutes. Donc c'est vrai qu'il s'est un peu plus mis en lumière à ce moment-là. Je souligne quand même les deux belles prises de balles de Woki en touche sur les touches argentines qui prouvent que il va vraiment, je pense, être un joueur très important pour nous dans les prochaines années, parce qu'en touche, il risque de dominer quand même les débats dans pas mal de rencontres. Ouais, la touche, c'est un de ses points forts. C'est Mm. clairement un très très bon joueur en touche. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on l'attendait peut-être plus dans le jeu courant, il n'a pas réussi non plus à prendre son envol, hein, sans mauvais jeu de mots par rapport à ses qualités. Il n'a pas réussi à créer du danger dans la défense Pumas, qui était très très regroupée, très bien organisée. Mais je pense que c'était pas un match, comme je disais, c'était pas un match pour les envolées. Et ce sera plus facile de se montrer dans ce genre d'envolée contre les Blacks que contre cette équipe d'Argentine qui est très rude et contre laquelle on a toujours du mal parce qu'elle sait nous faire un peu sortir de nos gonds. Ce sera plus facile de se montrer contre la Géorgie, évidemment, mais aussi contre les autres nations. On sait qu'on a toujours du mal à faire des grandes envolées contre l'Argentine. Je partage totalement ce point de vue-là, et donc je vais te lancer, tiens, je vais te laisser continuer sur ta lancée en te lançant sur Anthony Gelonche. Gelonche qui jouait numéro 8 de l'équipe de France en remplacement de l'habituel sur du poste Grégory Aldrit lorsqu'il est disponible. Pareil, qu'est-ce qu'on peut retenir de Gelonche? Est-ce que tu le vois faire un gros match, un match en dessous, ou un match finalement un peu comme Cross ou Hockey où il a été dans le travail de l'ombre? Ouais, pareil que Cross et Wookie. Depuis le début, je suis pas un fan
de Jelonch en 8 parce que pour moi, c'est pas son poste. On l'a vu sur ce match que c'est vraiment pas un spécialiste du poste de 8. On l'a très peu vu en couverture. Il a été parfait sous la réception des coups de renvoi, ça faut le noter. On voit que Galtier il fixe tout, il donne toujours cette responsabilité des réceptions de coups de renvoi à son numéro 8 parce que quand c'était Aldrit qui était titulaire, c'était Aldrit qui reprenait tous les coups de renvoi. Donc très bon là-dessous, rien à redire, mais je trouve que comme Cross, Wauquiez a été un peu en deçà de ce qu'on a l'habitude de le voir. Et moi, je milite pour qu'il reglisse en troisième ligne L, peu importe sur le banc ou pas, parce qu'on a senti qu'il y avait un manque de 8 d'expérience et de métier depuis très longtemps sur ce match, je trouve. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit déficit de puissance qui aurait pu. Je pense que c'est un joueur qui est moins puissant que Greg Aldrit, mine de rien. Et on aurait eu besoin, dans un match comme ça contre l'Argentine, bah oui, peut-être d'un joueur qui était un peu plus perforateur ou qui avait peut-être une meilleure technique pour trouver des intervalles. Aldrit aurait pu mieux répondre, mais après, c'est vrai que sur ça, je suis d'accord, mais je pense pas que ça ait rapport avec le fait que Jelonch soit pas forcément un bon 8. Je pense que s'il avait été 6 ou 7, il aurait fait le même match à peu près. On l'a vu avec Cross et Hockey. Si Cross et Hockey ont été pris, je pense pas que Jelonch aurait pu mieux tirer son épingle du jeu juste en glissant à notre poste de la troisième ligne. Non, c'est sûr, mais peut-être que si tu mettais un 8 spécialiste du poste comme Aldrit, et on l'a vu, quand Aldrit est rentré, il a avancé sur ses impacts, il a souvent progressé. Il n'a pas fait 15 mètres, évidemment, mais il a fait 1 mètre, 1 mètre 50. Il a avancé. Et je pense que si on mettait justement ce 8 dès le début comme Aldrit, et tu me connais, je suis un défenseur de Greg contre vents et marais, je pense que si on avait eu ce 8 dès le début qui aurait pu faire à progresser, même d'1 mètre 50, un peu plus, et ben, ça aurait mis plus à l'aise tout le pack et on aurait peut-être été moins dominé, je pense, parce qu'on a vu Jelonch un peu. Il est très puissant pour la défense sur des gros plaquages. Mais ballon en main, c'est pas encore. Et moi, pour moi, un 8 doit être quelqu'un d'à l'aise ballon en main. Et Jelonch, c'est pas le joueur le plus à l'aise ballon en main. Oui, ça c'est sûr que qu'entre Aldrit et Jelonch, Aldrit est clairement au-dessus au niveau de la technique ballon en main. Là où je peux juste tempérer ton propos, évidemment, je suis aussi là pour ça, c'est qu'Aldrit a pu avoir cette influence justement parce qu'on l'a mis dans des bonnes conditions en le faisant rentrer à un moment où l'Argentine a levé le pied du fait du travail de sape de l'équipe de France pendant 1 heure. Donc Aldrit aurait peut-être pas pu avoir la même influence en jouant dès le début du match qu'en rentrant face à une équipe argentine plus émoussée, pardon. C'est une possibilité, en effet. On ne pourra pas. Avec des si, on referait le monde, comme dirait l'autre. Mais oui, c'est une possibilité également. On ne pourra jamais savoir On, réellement. on verra ce qu'on dira du banc après avoir discuté du 15 titulaire. Je vais prendre la responsabilité maintenant de parler d'Antoine Dupont pour sa première avec le rôle de capitaine de cette équipe de France. Je l'ai trouvé très bon. Alors, je suis pas, j'aime beaucoup ce joueur évidemment comme tout le monde, mais je ne suis pas un fanboy comme qui dirait. Et du coup, j'essaie d'analyser le plus objectivement possible ses performances. Mais je dirais qu'il a quand même été, oui, très bon parce que derrière un pack dominé, ou en tout cas tenu en échec. On sait que c'est très difficile pour un demi de mêlée d'être bon, d'être performant. Et Antoine Dupont, bah, il a quand même réussi à rayonner finalement dans ce match-là. On l'a senti très bon autour des rucks. Il a réussi plusieurs fois à prendre l'intervalle. Il aurait dû marquer un superbe essai s'il n'avait pas été refusé pour un avant litigieux de Jaminet. Donc voilà, Dupont, c'est un super match. Et d'ailleurs, Jelonch, on lui avait mis 6. Enfin, je pense que tu seras d'accord, on n'avait pas noté Jelonch. Ouais. Dupont, moi je lui mettrais 8 comme Flamand parce qu'il il a fait un vrai gros match et puis son statut de capitaine ne l'a pas bridé comme c'était attendu. Au contraire, il a réussi à mener ses troupes vers la victoire. Puis même il a fait les bons choix, on a pris les 3 points quand il le fallait, etc. Un vrai bon match avec Dupont en neuf. Ouais, je suis d'accord, totalement d'accord. Ce que je rajouterais, c'est qu'en fait, Dupont, faire un mauvais match quand tu es Antoine Dupont, c'est difficile parce que rien que par ton aura, tu fixes du monde et tu as juste à faire une passe pour que ça se fasse bien et que tu trouves des trous derrière. Et rien que sa présence fait paniquer beaucoup de joueurs en face. Et quand c'est un joueur qui a cette intelligence-là, il a vu qu'il était peut-être un peu plus pris qu'à l'habitude et qu'il pouvait moins se balader dans les défenses. Il a fixé, il a donné, il a créé des espaces, il s'est toujours bien à l'intérieur, toujours intelligent, il fixe du monde, rien que par sa présence et sa présence. Et c'est en ça qu'il est indispensable à l'équipe de France. Oui, on l'a souvent vu, il éjectait pas directement la balle en sortie de ruck. Souvent, il a porté sur 1 ou 2 mètres et ça resserrait un petit peu les défenseurs argentins autour du ruck. Et c'est vrai qu'après, ça pouvait libérer des espaces. Et c'est notamment un petit peu comme ça que après Mathieu Jalibert a pu s'exprimer et a peut-être bénéficié d'un peu plus d'espace dans la zone du 10.
Ouais, parce que les 2 essais qu'on marque, c'est comme ça, hein. Mm. C'est Dupont qui écarte un peu plus tardivement en faisant un 2 pas, qui tire Jalibert et comme ça fait resserrer tout le ruck, enfin toute la défense proche du ruck, ça fait que sur une passe derrière Jalibert, bien dans le tempo, il y a des trous qui s'ouvrent. Entre le 10, le 12 ou entre le ruck et le 10, tu as des espaces qui s'ouvrent et c'est comme ça qu'on va marquer nos 2 essais. Exactement, et on continue on pourra quand même pas nous empêcher de continuer à penser que Dupont, c'est quand même pas le meilleur demi de mêlée du monde, mais c'est peut-être le meilleur joueur du monde, hein. On s'explique, en tant que neuf, il a pas une gestion qui est incroyable, il a pas eu un jeu au pied ou une maîtrise qui a été folle, mais c'est vrai que quand il est les ballons en main, bah, il te remet dans l'avancée, il te permet de trouver des espaces, de mobiliser des défenseurs, et c'est en ça qu'il est indispensable, plus que un côté gestionnaire que d'autres demi de mêlée contrairement à lui. Totalement. Totalement. Et je pense que maintenant, du coup, on peut passer à l'analyse d'un des joueurs les plus, un des joueurs les plus intéressants à analyser sur ce match, Mathieu Jalibert. Parce qu'il y a eu des hauts, parce qu'il y a eu des bas. Qu'est-ce que tu retiens, toi, du match du joueur de Bordeaux-Bègles? Je retiens qu'un peu l'image d'un Dupont, il fait se focaliser les défenses sur lui parce que un joueur fantasque aussi qui sort un appui, on l'a vu à la fin du match, hein. L'appui qui fait retour intérieur, qui bat le défenseur argentin, qui lui fait un croche-patte. C'est ce genre de joueur-là qui fixe des défenses. Et c'est comme ça qu'on marque les 2 essais, parce qu'il fixe une défense sur un ou deux pas, il arrive à bloquer la défense et à transmettre soit dans la chute, soit au bon tempo dans un trou pour en avant. Donc là-dessus, très bien, dans l'animation, peut-être un peu en deçà, même si ça reste tout à fait correct. Mais ouais, c'est compliqué vraiment de sortir des points négatifs de Jalibert parce que derrière un pack dominé, avec un neuf qui est omniprésent sur le ballon, qui tient plus sur le ballon que ce qu'il devrait, si jamais c'est un neuf plus classique, et entouré par Entama qui a parfois pris aussi la responsabilité de prendre le poste de 10 sur certaines attaques. Compliqué de vraiment retirer des points négatifs, même il a fait son match, présent dans le jeu au pied, c'est pas lui qui a buté, mais il a su bien couvrir les ballons. Moi, je te On sait que la dirais, défense, c'est pas son fort, mais voilà. oui, mais sa défense ne nous a pas pénalisé au final. Il a pas manqué de plaquage, et finalement, les Argentins, de toute façon, n'ont pas réussi à nous transpercer une seule fois dans le match, hein, soyons clairs. Oui. Et oui, moi j'ai été comme toi, j'ai trouvé encore une fois que son jeu balle en main est très impressionnant, très très fort. C'est peut-être le meilleur joueur derrière en équipe de France pour créer comme ça des brèches. Petit bémol quand même sur l'occupation du terrain où je l'ai pas vu trouver une belle touche et je l'ai pas vu vraiment mettre non plus le triangle arrière argentin sous pression. Donc c'est peut-être le petit bémol que je mets sur son match à Jalibert. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Au-delà après évidemment de l'erreur qu'il a fait bien sûr. Oui, son erreur sur le coup de renvoi, c'est stupide parce que, je sais pas si tu te souviens, mais quand on jouait à rugby 08, c'est pareil, les coups de pied de renvoi au 22, ils se jouaient à 1,50 m de l'adversaire, mais comme le jeu était bien fait, les renvois n'étaient pas contrés une fois sur une. Mais tout le temps, depuis 20 ans, les mecs, quand ils font des renvois au 22, ils se mettent à 5-6 mètres de la ligne des 22 pour taper, pour éviter ces contres. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a fait ça? C'est qui a eu cette idée-là? Et ça, pour le coup, c'est vraiment un choix stupide. Plus stupide qu'on a fait du match, certainement, parce que ça nous coûte un essai. Oui, Mais derrière sur le jeu au pied, je dirais qu'on a plus laissé le travail de l'occupation à Jaminet et à Ntamak. C'est plus eux qui ont eu le rôle du jeu au pied parce qu'ils sont meilleurs que Jalibert dans le jeu au pied pur. Et c'est en ça qu'on l'a peut-être aussi moins vu. C'est pour ça qu'on a plein de joueurs derrière qui ont des bons jeux au pied pour décharger au maximum le 10 de responsabilité du jeu au pied, même dans le jeu court. oui, ce que tu as dit fait sens, comme tu aimes beaucoup utiliser cette expression, ça fait sens, et c'est pas bête, je pense que ceci explique cela. Oui, 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 totalement. Et puis ouais, Jalibert, ça reste, comme tu as dit, un joueur qui mobilise les défenseurs, un joueur intéressant. Sur le renvoi, c'est quand même un essai bah, final qui nous coûte cher parce que ça laisse les Argentins dans le match pendant un bon moment. Mais j'ai vu évidemment beaucoup de gens qui sont tombés sur Mathieu Jalibert, qui sont tombés dessus à la suite de cette action. Je précise quand même que il n'est pas le seul responsable. Il y a 14 mecs autour de lui sur le terrain. Et il n'y en a pas eu un qui lui a dit recule-toi de 3 mètres ou 4 mètres. Donc, en effet, lui, il a fait une bêtise en se mettant aussi près de la ligne des 22. Mais il y a bien un joueur normalement qui aurait dû lui dire de prendre un peu plus de recul. Tu vois, ce que je pense là sur cette action, c'est qu'avec la règle en plus du renvoi dans le but, où la règle demande de taper le plus proche possible de la ligne de but, Ouais, vraiment très proche de la ligne de ouais. but, il y a peut-être une confusion sur le renvoi 22, et on sait que sur les renvois de ligne de but, les joueurs
adversaires se mettent souvent à 10 mètres naturellement de la ligne de but, ce qui fait qu'il n'y a pas de contre possible, parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer un ballon dans les 50-40 mètres. Et je pense qu'il y a aussi une confusion de se dire il faut aussi qu'on fasse la même chose là. Totalement, totalement. C'est quelque chose auquel j'avais pas pensé, mais en effet, c'est fort probable. Un petit manque de lucidité, que tu payes cash, mais un petit manque de lucidité. Et c'est vrai que peut-être que machinalement, les Français se sont mis en mode renvoi dans but. Et du coup, à ce niveau-là, on a vu hein, une erreur comme ça fait 7 points. Même face à une Argentine qui fait pas grand-chose dans le jeu, eux, ils te le font payer cash. Et c'est vraiment le genre de choses à gommer. C'est peut-être à peu près une des dernières carences de notre équipe, c'est qu'il n'y a pas un match, finalement, où on donne pas 7, 10, voire parfois même plus de points à l'adversaire. On donne toujours des points à l'adversaire qui nous coûtent cher au final. Ça nous a coûté le premier tournoi à destination contre l'Angleterre. Ça nous coûte encore un match contre l'Écosse avec Dulin qui sort pas la balle. Ça nous coûte un test match en Australie. Et là ça aurait pu nous coûter un peu plus cher si les Argentins avaient été un peu plus inspirés. Ouais, totalement, totalement. Il faut qu'on travaille, c'est peut-être le plus gros point de cette équipe de France, c'est travailler ce point-là de ne pas donner de points. Et il faut pour ça acquérir de l'expérience et peut-être justement plus tard revenir à certains fondamentaux. On va parler justement d'un fondamental qui a été brisé puisqu'on a positionné Ntamak, Romain Ntamak pour la première fois en poste de premier centre sous l'air Galtier. Bon, difficile, on n'a pas envie de lui tomber dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de manière sobre sur son match à Romain Ntamak? Déjà, Jalibert, quelle note tu lui mets, pardon? J'ai oublié de demander la note. Chalébert, je lui mets 7. Pareil que toi, 7. Voilà, donc emballé, c'est pesé. On peut repasser à Romain Tamac définitivement. Quelle analyse faire de Romain Tamac, Max? C'est pas de sa faute. C'est ça, c'est J'ai ça. pas grand-chose à dire, c'est pas de sa faute, c'est pas un 12. Alors oui, ça marche en U20 quand il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont encore atteint leur puissance maximum. Ça marche en U20 quand tu as un paquet qui domine outrageusement. Mais ça marche pas au niveau international. Le 5-8e, c'est pas pour rien si ça fait 10 ans que plus personne le fait. Hormis Rien l'Angleterre, qu'au hein, niveau international. Hormis l'Angleterre, évidemment. Mais oui, et hormis qui n'a l'Angleterre, pas mais toujours eu du succès, c'est hein, les seuls à le faire. et qui n'a pas toujours eu du Oui, succès non plus. c'est ça, parce qu'il y a eu des hauts et des bas aussi bien dans Ford que dans Well, mais donc ce 5-8e, c'est pas de sa faute à Ntamak, qu'il a pas pu faire ce qu'il avait à faire, ce qu'il voulait faire. Il est sorti tôt, hein, à la 55e, mais tout le monde lui est tombé dessus, mais c'est pas de sa faute, c'est pas son poste. C'est comme si on avait dit, tiens, mais Marchand à l'arrière, qu'il avait fait un match de merde, et qu'on se dit, ah bah, vous avez vu, Marchand, il avait pas une internationale. Bah, bien sûr, tu mets Oui, pas à son poste. tu grossis peut-être un peu Alors, l'exemple, mais je caricature parce que je prends un 2 et un 15 et pas un 10 et un 12, mais tu me connais, j'aime caricaturer les choses. oui, oui. Mais voilà, Tamax, c'est pas son poste de 12. Il a pas joué 12 depuis 1 an et demi. Toulouse l'a mis 10, installé 10. Laissons le 10, on a deux très bons 10. Profitons-en pour avoir pendant 80 minutes deux très bons 10 sur le terrain, pas Yep, en même temps. yep, totalement. Je suis totalement d'accord avec cette analyse. Et puis surtout, en fait, c'est le profil Ntamak. C'est pas le joueur Ntamak, c'est pas ses qualités qui sont remises en question, c'est son profil. Dans un match comme ça, où justement tu es face à une équipe qui veut te déglinguer physiquement, il te faut un centre performant, il te faut un centre qui va réussir à t'amener à créer des brèches, à mobiliser des défenseurs. Et Ntamak, il ne peut pas faire ça, ce ne sont pas ses qualités. Et il aurait été beaucoup plus à l'aise dans un rôle à la Jalibert que dans ce rôle de premier centre qui aurait dû être occupé soit par Gaël Ficou, soit par Jonathan Danty. Et on l'a Donc, vu quand Danty il est rentré, on a commencé à progresser, on a commencé à les mettre à mal. Et c'est à ces moments-là que les avants qui étaient un peu en difficulté ont commencé à être un peu plus présents. C'est même à ce moment-là qu'un mec comme Aldrit s'est mis à avancer parce que Danty, dans le sillage d'un 12 qui vient taper très fort, très vite, et tes avants ils sont mieux. mm, Et ça s'est vu. mm. Donc moi, je te propose que pour Romain Tamac, on fasse non noté. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire. Voilà. Je pense pas qu'on puisse le noter. Et du coup, vous l'aurez compris, notre opinion, c'est que cette expérience de 5 8 ne doit pas être réitérée. On était déjà très sceptique avant le coup d'envoi sur cette option. Et hormis, oui, face à une équipe qu'on peut vraiment dominer physiquement, qui est nettement inférieure, ça peut fonctionner. Mais dans un gros match international, on peut quand même être très sceptique. Ou alors quand la France, oui, quand ils ont tous 50 caps et qu'un peu à la manière d'un Fort Farrell, ils ont vraiment une habitude monstrueuse de ce niveau-là, peut-être que ça pourra mieux fonctionner. Mais pour l'instant, laissons les joueurs à leur poste, gardons des joueurs de métier. Et du coup, je trouve que un joueur comme Gaël Ficou, qui m'a maintenant passé à notre révélateur, a pâti aussi du fait de jouer 13-12. On l'a moins vu, Gaël Ficou.
Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de son match alors à Gaël? Comme Romain, c'est pas son poste. Gaël Fickou, c'est un premier centre. Il joue 12 depuis 2 ans, 3 ans même. Depuis qu'il a quitté Toulouse, il joue tout le temps 12. C'est le premier centre quasiment de toutes les équipes dans lesquelles il jouait, surtout en équipe de France. Et il faut le laisser là. C'est le capitaine de défense. C'est important que le capitaine de défense soit premier centre, qu'il soit proche quand même du ruck, qu'il puisse organiser les montées. Et c'est pas son poste. Il a été un peu en deçà. Mais même s'il fait un bon match, il fait de très belle action sur les refusés de Dupont. Il joue parfaitement le coup. Euh, Match correct, mais c'est pas son poste. Et moi, je veux le revoir en 12. Je vais militer pour ça. J'ai déjà les pancartes de prévues pour aller à Marcoussis demander Fico en 12. Je pense que oui, oui, je suis totalement d'accord. On dit toujours que Fikou, il peut être bon partout, mais il faut pas non plus exagérer. Il faut quand même essayer de le mettre un minimum dans des bonnes dispositions. Et malgré tout, c'est vrai que bon, bah, en 13, il aurait quand même pu faire une passive sur l'essai refusé d'Antoine Dupont. Mais il n'a pas eu le rayonnement qu'il aurait dû avoir. Il peut pas, oui, il peut pas faire le même job. Et au final, il faut le remettre premier centre, je pense. Gaël Ficou, on peut quand même le noter. Je vais lui mettre 6 sur 10 pour ma part. Ouais, Mm, ouais, c'est ça. mm. 6 sur 10, et... Il a réussi cette mise si l'essai avait été accordé. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Gabin Villière. Gabin Villière, un joueur que tu adores, donc je vais te laisser en parler, Gabin Villière, tiens. Ah, c'est un profil dédié que j'aime parce que c'est moi qui ai joué devant toute ma jeunesse. Il aurait 30 kilos en plus si j'aurais plié, tu vois. Malheureusement, il a pas 30 kilos en plus. Mais là, c'est un combattant. Il joue aussi parfaitement le coup sur l'essai refusé encore une fois de Dupont. C'est pas un match où les ailiers peuvent s'exprimer. C'est pas un match à grandes envolées. En plus de ça, c'est pas un 11 de couverture. Il est jamais en couverture, toujours la ligne, parce qu'on connaît ce qu'a été défenseur. Du présent en défense, il se bat toujours à fond. Il n'abandonne jamais. Donc, c'est pas un match pour se montrer en tant qu'ailier, mais quand il a fallu qu'il se montre, il a su se montrer intéressant. 6,5 sur 10. Même note que toi, 6,5 sur 10 pour Gabin Villière, dont le profil est indispensable pour notre équipe. Et je trouve qu'aussi, il fait partie bah ouais, de ce genre de caractère dont on aura besoin, je pense, pour avoir toujours ce supplément d'âme et peut-être gagner un match d'un point au lieu de le perdre d'un point. C'est ce genre de joueurs qui peuvent vraiment changer la physionomie, pas que par leur niveau de jeu, mais aussi par leur état d'esprit. Ouais, totalement. Et bien, on va passer à son compère, Damien Penaud, le Clermontois. Je vais en parler un petit peu de Damien Penaud. Moi, c'est un joueur que je préfère quand il est positionné en deuxième centre. On a vu, euh, on a vu lors de ses débuts de saison en top 14 à Clermont qu'il avait été bien meilleur en 13 que à l'aile. Il avait fait un match sublime à Toulouse, entre autres, un match sublime à Toulouse. Et c'est vrai que là en ailier, bah, encore une fois, on l'a moins vu. C'est plus difficile pour lui de se montrer. Il est quand même à l'origine de l'essai de Thibaut Flamand en allant récupérer un ballon dans les airs. Il a quand même essayé de se démener. Il a pris un gros tampon par Montoya. Mais c'est difficile, pareil, de vraiment noter Penaud dans un match comme ça, dans un match fermé, un match rude, à un poste où il est peut-être moins à l'aise. Moi, j'aurais aimé le voir deuxième centre pour perforer peut-être plus par sa vitesse là, et sa capacité à faire jouer derrière lui la défense argentine. Ouais, totalement. Mm. Et c'est... Totalement, on le voit, il joue bien les coups quand il est sur l'aile, mais il est encore meilleur deuxième centre. Bah sur l'aile, tu as la touche, hein, donc tu peux pas avoir forcément la même influence et les mêmes qualités, la même expression de tes qualités que quand t'es plein milieu du terrain. Et du coup, c'est vrai que c'est Ouais, moins agréable de le voir comme ça à l'aile. Et bah, à un moment donné, il avait, pareil, tu vois, il avait réussi à gagner du terrain sur l'aile gauche. Il était venu s'installer sur l'aile gauche de Villiers. Il avait réussi à rentrer dans les 22. Et finalement, il s'est fait pousser un petit peu en touche. Et c'est vrai que bah, s'il avait joué au centre, bah, peut-être que son influence aurait été grandissante. ouais, ouais, je suis d'accord. Et Et, moi, je pense qu'il devrait jouer deuxième centre avec Fikou, en l'absence de Wakatawa. Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et puis peut-être essayer justement de voir un autre ailier. En absence de Villiers, on avait un petit peu peur de devoir mettre deux jeunes ailiers, mais là, bah, Villiers est revenu. Donc pourquoi pas avoir un Mathis Lebel ou un Donovan Taofifenua, par exemple, en l'absence de Teddy Thomas, du Mm, controversé Teddy Thomas. Donc moi, totalement. pour Damien Penaud, ça va être pareil. Tout à l'heure, on oscillait un peu entre des 5,5 6. Bah, je vais aussi encore entre ces notes-là.
Je sais pas, je pourrais pas en mettre une de manière définitive. Mais ouais, entre 5,5 et 6, ça me paraît bien pour lui. Ouais, totalement. Peut-être Ouais, je 6 vois ça parce aussi. que bah, sans sa récupération dans les airs, il n'y a pas d'essai de Flamand. Mais après, bah, c'est vrai qu'il marque pas non plus alors que c'est un ailier qui doit nous apporter de ce point de vue-là. Il transperce pas le rideau argentin. Voilà, donc il mérite pas plus. Ouais, 6, ce c'est sera sa ça. note maximale, quoi. Et donc, je vais te laisser nous parler de Melvin Jaminet, auteur de 19 des 29 points inscrits par l'équipe de France, le Catalan, pour sa première au Stade de France, sa quatrième sélection. Est-ce que tu peux nous parler de Melvin Jaminet qui totalise maintenant 61 points en équipe de France? Ça, c'est une ascension à vitesse très 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 grand V. Très bon dans le jeu au pied, comme d'habitude. Il fait un 7 sur 8 au but. Sous les ballons hauts, c'était mon doute. C'était mon doute principal de Jaminet sous les ballons hauts avant ce match. Il répond présent. Pour moi, il est au même niveau qu'un Dulin. Donc pour moi, le débat est terminé sur qui sera le 15 de l'équipe de France jusqu'en 2023. Parfait dans ses relances, on l'a vu, il récupère des ballons et il a un suffisamment bon timing pour battre le premier joueur face à lui qui vient au contest ou alors qu'il attend pour le plaquer, il arrive hop là, le battre juste derrière pour avancer, se mettre dans l'avancée. Euh, il lâche le ballon plus ou moins sur l'essai de Dupont. Est-ce qu'il a réellement lâché le ballon? On peut en discuter, puis on a déjà Et discuté ce comme tu l'as qui dit. fait suite à une superbe Très prise de balle. Ouais, c'est ça, très très bien. Alors oui, il se fait battre sur le deuxième essai argentin, mais le deuxième essai argentin il est en avant. Ça, pour le coup, il n'y a même pas de débat. Donc bon, on ne demande pas aucun arrière dans le monde, même les McBrown, les Smith n'ont jamais fait 100% de réception sur un match. Donc très bon match de lui, pareil, 8 sur 10, au même niveau qu'un Flamand ou qu'un Dupont. Totalement, totalement d'accord avec ton analyse. Et oui, j'ajoute que pour son jeune âge, sa maturité quand même est assez exceptionnelle. Il tremble pas face aux perches. On a eu pendant 10 ans des buteurs qui faisaient que trembler face aux perches. Des mecs qui sortaient des rencontres à 3 sur 7, 3 sur 8, 4 sur 9. Et là, le fait qu'il enquille à presque n'importe quelle distance, n'importe quel endroit du terrain, c'est tellement appréciable. Et puis ses coups de pied, ils sont purs, hein. Tu regardes, ses coups de pied, ils partent et il a la distance systématiquement. Moi, je suis sûr que ce mec-là, il peut botter peut-être à 60 mètres et la rentrer, quoi. Il a vraiment une superbe frappe. Ouais, totalement. Et voilà, donc je suis d'accord. 8 pour Melvin Jaminet. Est-ce qu'on passe au remplaçant maintenant? Je pense pas qu'il y ait nécessité vraiment de faire les remplaçants. On peut juste dire que le banc a fait une bonne rentrée qui nous a permis d'aller gagner ce match, contrairement à d'habitude où c'était un peu faillible en fin de match. Donc, non, très bonne rentrée du banc qui a avancé et qui nous a permis de gagner ce match. Moi, je dirais ça. Et qui est symbolisé bah, par un essai pour Peoto Movaka. Movaka qui a réalisé un match énorme en sortie de banc. Il va être très difficile à déloger, hein, pour Kamicha et Pierre Bourgarit, mine de rien, s'ils continuent à rentrer comme ça. Demba Bamba et Jean-Baptiste Gros qui gagnent leur duel face à leur vis-à-vis en mêlée. Très belle rentrée, j'ai trouvé, pour le Lyonnais. Sekou Ouais. Makalu, pareil, une rentrée très très bonne, des prises de balles tranchantes, un gros tampon dans les 22 argentins. Aldrit, c'est pareil, il a porté sa puissance, même s'il fait une faute bête, hein, il se met hors jeu bêtement à un moment sur un jeu au pied. Mais clairement, le banc m'a tellement fait plaisir personnellement. C'était tellement une défaillance française de mal finir les Tel- matchs, de mener et de se faire battre dans les dernières minutes depuis plusieurs années. Que là, le fait de prendre l'ascendant sur ton adversaire en fin de match est tellement jouissif. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle performance de nos finisseurs, comme Fabien Galtier les appelle. Complètement. Complètement. Finalement, il y a que Maxime Lucu qui est pas rentré. Et, Et ça, c'est un problème pour moi. Et ça, je voulais en parler parce que c'est un problème pour moi. On fait jouer Dupont 80 minutes et pour moi, il n'a pas les 80 minutes dans la tête. Il a les 80 minutes dans les jambes, mais il les a pas dans la tête. Bah, en tout cas, il a pas fait d'erreur sur le match contre l'Argentine comme il a pu faire, par exemple, il y a 2 ans contre l'Angleterre ou en finale de la Oui. Coupe d'Europe contre La Rochelle. Moi, ce que je trouve peut-être plus discutable, c'est de mettre Lucu sur le banc. Galtier, il l'adore, il le défend corps et âme, mais on a quand même Baptiste Couillu, qui est le meilleur marqueur d'essai du top 14, qui réalise un début de saison fantastique, qui a fait une tournée en Australie merveilleuse. Et je comprends pas trop l'intérêt de se passer de Baptiste Couillou pour Maxime Lucu, que tu fais même pas rentrer, alors que Couillou, bah, sur un match comme ça, pareil, il aurait pu dans les 10 dernières minutes. J'adore Dupont, mais Dupont, il n'est pas irremplaçable. Et sur les 10 dernières minutes, tu peux prendre la fraîcheur d'un Couillou et peut-être bah, ouais,
reprendre de vitesse encore plus ces Argentins et j'étais un petit peu déçu ouais, du coup de qu'on se prive d'un remplaçant alors qu'on voit que le banc est tellement, tellement important. Ouais, totalement. Mm. Totalement. Donc, voilà, c'était notre analyse pour ce match contre l'Argentine. Max, je te propose de passer peut-être à la composition, à notre composition qu'on mettrait face à la Géorgie. Est-ce que ça te dit? Ouais, moi, ça me met une bonne idée, ouais. Alors, je te laisse l'honneur de me dire qui tu mettras en première ligne. Moi, je pars sur une première ligne. Bas et Ah, tu nous as quitté l'espace d'un instant, on a juste entendu Baye Marchand. Marchand et Bamba, du coup. Baye Marchand Bamba, pourquoi Bamba plus qu'Awas? Parce que je pense que Bamba fait une très bonne rentrée et il mérite d'être vu titulaire. En plus, là, c'est une équipe plus faible et je pense qu'il mérite de jouer plus que 20 minutes qu'on le voit, enfin 20-30 minutes qu'on le voit titulaire, commencer un match pour qu'on puisse analyser aussi. Peut-être qu'Awas est très bon en tant que remplaçant, en tant que finisseur, et quelque chose qu'on n'a pas testé. Et je pense que jouer contre la Géorgie, c'est le moment où jamais. Eh bien écoute, si j'avais eu l'honneur de débuter, je t'aurais dit que je gardais la même première ligne, mais tu m'as peut-être convaincu en effet, pourquoi pas faire jouer 50 minutes à Bamba et donner la dernière demi-heure à Awas, ça peut être une solution en effet. Et Bamba fait quand même des belles rentrées à chaque fois, hein. Là, contre l'Argentine, il fait une belle rentrée. On se souvient qu'il y a 2 ans, au Six Nations au Pays de Galles, il nous avait gagné une mêlée et il avait été phénoménal. Il fait un gros début de saison avec Lyon. Malheureusement, c'est encore un joueur qui est un peu fragile physiquement. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à l'imaginer maintenant pleinement titulaire dans cette équipe. C'est parce que il y a trop d'incertitudes quant à sa capacité à enchaîner les matchs. C'est ça, mais c'est un pied droit, il est jeune. C'est comme tous les pieds droits, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va y arriver. J'en suis sûr. Deuxième ligne, personnellement, je partirais sur Thibaut Flamand et je redonnerais une chance à Romain Taofifénois. Moi, je repars sur Flamand Willem C parce que Taufinois, pour moi, c'est le remplaçant par excellent. Sorti de banc, il est énorme, il a une puissance qui est phénoménale. Moi, je garde Tao sur le banc. Et du Encore coup, plus contre la Géorgie qui va être moins solide que l'Argentine devant, mais qui va nous casser les bonbons devant aussi. sur le banc contre l'Argentine, c'est qui en deuxième ligne? C'est Tao? Ah, c'est Tao déjà? Ouais, c'est Ah, Tao. j'ai même pas. Tu vois, Attends. mais j'ai eu un Et bug. je crois qu'il n'est pas rentré Tao, tu vois. Bah oui, parce que moi, là, tu mets un gros doute, tu vois. Purée, on avait tout. On n'avait pas. Comme on fait un petit peu comme ça par rapport à notre impression visuelle, on n'a pas fait gaffe à Tao. Tao n'est pas rentré, j'ai la confirmation. Ouais. Tao n'est pas rentré puisque c'est Flamand et Willem C qui sont sortis. Mais c'est Woki est passé de deuxième ligne. Et du coup, qui c'est qui passe aux côtés de Loki? Mais. Ou alors Fluff. C'est Non, compliqué. non, 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 Willem C n'est pas sorti. Non, Williamson n'est pas. Oui, non, en effet, il n'est Non, pas si, sorti. Oui. Willem C'est C est Flamand. sorti. Willem C est sorti. Euh, Willem C est sorti. Je vois qu'il est sorti. Alors, par qui il était remplacé? Moi, je vois qu'il était remplacé Je. par Macalou, mais. Probablement. Je regarde. On ne va pas rester sans savoir. On va regarder. C'est Flamand qui sort pour Macalou. Et du coup, Willem C. Mais il est pas sorti. Mais il est pas sorti. L'équipe, parce que en fait, je regarde sur l'équipe, je vois que Willem C est annoncé avec une flèche qui sort, mais non, il est pas sorti, Paul Willem C. Et du coup, bah, Tao n'est pas rentré. Non, c'est ça. Voilà. Donc, oui, Ce... là, dans cette optique-là, je suis d'accord de mettre Tao titulaire parce qu'il mérite de jouer. Ouais. Ah, ah non, 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 non. Alors, au nouveau revirement, Tao a joué. Nouveau revirement, Tao a joué. Il est rentré à la 52e à la place de Willem C. Et du coup, on l'a pas vu au final. Non, non, il n'a pas marqué en tout cas. Ouais. C'est très étonnant. Donc tu vois, du coup, on parlait de l'apport sur le banc de Tao, et du coup, il nous a pas marqué au final, alors que c'est vrai que on l'avait vu même pendant un tournoi en Australie où il avait concassé pour la mêlée de la victoire, la mêlée australienne. Et c'est un joueur qui peut être très intéressant sur le banc, on l'a vu à de multiples reprises. Et c'est vrai que bah, du coup, il nous a pas du tout marqué la preuve contre l'Argentine. On a eu un trou d'air sur Tao. Mais Ouais. je partirais quand même sur lui contre la Géorgie parce que je trouve que Willem C, bah, j'ai donné déjà l'explication sur mon impression sur Willem C. Du coup, moi, je partirais sur Tao. Voilà. Et ben, je vais te suivre. Eh ben, suivons-nous sur ça. Moi, je t'avais suivi sur Bamba. Passons à la troisième ligne. Toi, t'as un troisième de formation. Donne-nous ta troisième ligne, Max. Moi, je pars sur la même, sauf que je mets Aldrit titulaire et je longe sur le banc.
Ouais, Donc Jelon qui. Cross, Woki, Aldrit. Oui, en plus, ça peut être un match intéressant pour Woki sur une rencontre contre la Géorgie où il pourra plus se mettre en valeur, peut-être. Cross, peut-être meilleur offensivement que Jelonch. Et du coup, je laisse Cross en 6. Et en effet, je suis d'accord avec toi. Aldrit en 8. Bien que j'aime beaucoup Aldrit en sortie de banc, mais Gelon en sortie de banc peut être très intéressant aussi, je suppose. Donc, je te suis sur la troisième ligne. Je te fais la charnière. Je mets évidemment Antoine Dupont en 9. De toute façon, c'est le capitaine, donc c'est obligatoire qu'il joue. Et en 10 je reste sur Jalibert. Pour ce match, hein, si ça avait été déjà contre la Nouvelle-Zélande, je t'aurais dit Ntamak. Mais pour jouer la Géorgie, je te mets Jalibert parce que bah, il a du feu dans les jambes, il te crée des intervalles, il te prend les intervalles, c'est un joueur qui est monumental, je trouve, ballon en main. Et donc, contre la Géorgie, c'est l'adversaire parfait pour qu'on voit Jalibert s'exprimer. Totalement d'accord, rien à redire. Et donc, comme on abandonne le 5-8e, on passe avec quoi au centre max? On va être d'accord, je suppose. Ficou Penaud. Voilà, Ficou Penaud, je suis totalement d'accord. Penaud qui va être vu, qui doit être vu en poste de deuxième centre face à une équipe comme la Géorgie. En plus, il peut se régaler avec Ficou. C'est deux joueurs qui, je pense, puent le rugby tous les deux, donc ils peuvent se comprendre. Ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de matchs ensemble pour performer. Non, c'est ça, Mm. totalement. Puis il me semble qu'ils se sont déjà entraînés un peu ensemble quelques fois pendant la semaine dernière, avant le Ouais. contre l'Argentine. Je suis pas sûr de moi, mais il me semble. Ouais, je pense que de toute façon, Penaud, par rapport au début de saison qu'il a fait avec Clermont en deuxième centre, est forcément une option pour Galtier à ce poste-là. Même si on note le retour de Pierre-Louis Barassi, hein, dans la liste. Barassi qui pourrait potentiellement postuler pour une place contre la Géorgie, même si je suis pas sûr que dès un retour de blessure, il sera appelé. Non, je pense juste qu'il est là pour continuer à faire une éponge de l'équipe de France, à prendre les informations, à prendre les choses, parce qu'il va être appelé à un moment. On sait que Vakatawa va partir après la Coupe du Monde, certainement, il sera plus rappelé. Donc il faut des 13 qui commencent à s'habituer d'ores et déjà au niveau international de l'équipe de France. Et surtout que Barassi, il avait fait aussi une belle tournée en Australie. Et sur le dernier match, il avait marqué, bah, il a été à la conclusion d'un super essai collectif. C'est un vrai bon joueur. Bon, bah là, il est blessé depuis plusieurs semaines, donc on a hâte de le revoir. Mais il vaut mieux voir Damien Penaud en 13. Il est en pleine bourre à ce poste-là, donc go sur ça. Totalement. Ozel, et bah Ozel, je laisse Gabin Villiers. Peut-être que je mets Gabin Villiers en 14 et que je mets Mathis Lebel en 11 pour ma part. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je C'est ferai ça aussi, je ferai ça également. pour une première section, pour le Belge, je trouve que c'est le bon moment en fait pour le lancer, face à une équipe qui bah, est la plus faible sur le papier de ce qu'on va jouer. Et bon, n'ayons pas peur des mots. De toute façon, c'est la plus faible par rapport à l'Argentine et à la Oui, Nouvelle-Zélande, clairement. Et du coup, je pense que c'est maintenant qu'il faut lancer le Belge, c'est pas sur un autre match. Et déjà, ça va nous donner un petit peu la température de ce que le joueur voit en équipe de France. S'il fait un bon match, on sera amené à le revoir. S'il fait un mauvais match contre la Géorgie, bah forcément, il va déjà perdre des points, quoi. c'est ça. Mais je pense qu'il fait un bon match parce que c'est un très bon ailier. Ok, il est moins bon que l'année dernière, mais il a pas perdu son niveau du jour au lendemain, quoi. Non, et puis peut-être que ces difficultés actuelles s'expliquent aussi par un jeu toulousain qui est moins fluide et plus restrictif que la saison dernière. Tout à fait, Mm. tout à fait. Et du coup, en Donc à voir 15, ce qu'il va faire l'équipe de France. totalement. Du coup, en 15, est-ce qu'on reste sur Jaminet? Oui, demain, même si j'aurais aimé voir, parce que tu me connais, j'aime beaucoup cette arrière, j'aime beaucoup ce joueur. Et je voudrais le voir, je pense que malheureusement, ce sera Janinet. Oui, ça va être difficile pour Romain Buros, en effet. Et puis Jaminet, Jaminet, il a fait les 3 matchs en Australie en 10 jours. Là, on a 3 semaines. Ça m'étonnerait que Galtier veuille le faire souffler maintenant. Surtout que Jaminet, il a eu du temps déjà pour souffler. Il joue pas tous les matchs avec l'USAP cette saison, hein. Souvent, notamment quand l'USAP joue à l'extérieur, Jaminet, il est même pas sur la feuille. Il reste en Catalogne. Donc, il est frais. Et puis, il l'a montré de toute façon une très belle performance contre l'Argentine. On veut le revoir et je suis d'accord. Je veux Jaminet en 15. Par contre, tu vois, je serais pas exclu de mettre potentiellement Villiers Buros sur les ailes. Oui, oui, Bureau se postule en tout cas. Mais moi, je préfère quand même lancer Mathis Lebel, qui est un joueur plus jeune et qui a plus de potentiel sur moi que Bureau. Je suis d'accord, je Mm, suis d'accord. mm. Mais tu connais Oui, 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 l'intérêt oui, que j'ai oui, pour Buros. oui, mais qui est, oui, Et, mais qui et est. je ne sais pas encore parler de du Mortier, hein. Oui, on sait que tu es un grand fan d'Étienne Dumortier.
ou en tout cas tu places beaucoup d'espoir en Antoine Dumortier, l'ailier du Loup. Et pour Romain Buros, pour revenir rapidement sur Romain Buros, tu aimes ce joueur, mais attention, c'est loin d'être galvaudé parce que Buros, avec l'UBB, c'est un excellent joueur. Il joue régulièrement, bah, il est arrière de Bordeaux, parfois il peut jouer un petit peu à l'aile, mais il fait de très belles performances sous les ordres de Christophe Furios. Donc attention à Romain Buros, on parle beaucoup de Thomas Ramos, ce Stade Toulousain qui fait un gros début de saison. Dulin qui était un peu plus en dedans dans le dur avec La Rochelle comme toute l'équipe. Et t'as Romain Buros qui est là, qui guette peut-être un petit peu peut-être les moins bonnes performances de ses coéquipiers, mais ça va être difficile pour lui d'aller chercher une place. Ah, pas de titulaire en tout cas, ouais, c'est sûr. Après sa polyvalence, si potentiellement il montre qu'à l'aile il est bon, s'il peut courir le poste de 15 et poste d'ailier, peut-être qu'à long terme il aura peut-être plus une chance supplémentaire d'être là. Mais, mais bon, avec les retours ouais, de Vincent plus tard, voire d'un Teddy Thomas même qui est quand même apprécié par Fabien Galtier, et d'un Virimi Katawa bien sûr, ça semble difficile quand même pour Bureaus de prendre une place dans ces 23 là. Ça, oui, je suis d'accord, je suis Mm. d'accord. Mais j'aimerais qu'il ait quand même sélection parce Ah qu'il le oui, ouais, mérite. oui. En effet. Alors le banc, Max, le banc, qu'est-ce que tu nous fais comme première ligne seulement? Moi, je te fais une Movaka Gros Awas. Ouais, c'est dommage parce on risque de ne pas voir Gaëtan Barlow qui avait été très bon en Australie, mais il faut dire ce qu'il en est. Mouvaka est excellent en sortie de banc. Et Jean-Baptiste Gros, pareil, un parfait remplaçant de Cyril Bay. Et Awas, pour qu'il continue à prendre du rythme, totalement d'accord. En remplaçant, on était parti sur Tao titulaire, du coup, en remplaçant, je vais partir sur Willem C. Ouais, moi aussi. Et je laisse, par contre, on avait fait deux. On a vu un banc avec 6 gros. Moi, je vais en prendre que 5 pour le match contre la Géorgie. Et je mettrai juste Gelon. Ouais, moi je ferais ça aussi, ouais. C'est ce que Bien j'avais en tête également. que. Attention, Macalou, je le remettrai probablement contre les Blacks. D'ailleurs, Ouais, mais contre les Blacks, on repart sur un banc à 6. Voilà. D'ailleurs, Macalou pourrait même jouer contre la Géorgie en soi, hein. Ça pourrait être intéressant de le voir même à la place d'un Woki ou d'un joueur comme ça. Ouais, Mais totalement. on peut partir sur ça. Et du coup, derrière, tu nous ferais quoi, toi? Bah, sachant qu'il est blessé, Baptiste Couillou, je mettrais Lucu Ntamak Danti. Luku Ntamak Danti, oui, oui, ça me paraît propre avec de façon Penaud ou Ficou qui peuvent couvrir les ailes. Et puis au cas où Jamines pète, Jalibert qui passerait probablement arrière. Contre la Géorgie, ça ne devrait pas poser trop de problèmes de toute façon à Jalibert de potentiellement passer 15. Non, c'est ça, il devrait s'en sortir pas trop mal. On sait en plus que les Georgiens ne sont pas les joueurs les plus friands des cornes de chandelle à l'inverse des Argentins. Donc il ne devrait pas avoir trop de pression sous les ballons. Mhm. Et du coup, un petit pronostic maintenant pour conclure. On va bientôt arriver au bout de ce premier podcast. On va arriver au bout de notre première heure. Qu'est-ce que tu nous mettrais en pronostic pour France-Géorgie? 56-12. 56-12. Alors on note, hein, c'est très très précis. Écoute, je vais à peu près suivre ta ligne. Et je vais laisser 7 points à la Géorgie. Je vais nous en donner 52. Donc 52-7 pour la France selon moi. L'équipe de France qui, je pense, aura peut-être quelques difficultés d'entrée, mais qui devrait dérouler en deuxième période. Ouais, je vois cette fiche de image. Je dois prendre 2 CC parce que Géorgien c'est quand même âpre. Et ils peuvent nous prendre, mais je nous vois aussi dérouler la fin du match. Je vois un score à la mi-temps, genre un 20-7, c'est un peu Mhm. compliqué. Et puis on déroule en deuxième mi-temps quand les mecs commencent à fatiguer en face. Yep, je partage cette analyse. Eh ben écoute, on arrive au terme de ce premier podcast. Je te remercie d'avoir participé à l'émission. Le Club 115 est là. N'oubliez pas que c'est aussi des articles. On est revenu quand même pas mal sur cette équipe de France. On revient aussi sur l'actualité du top 14 et aussi de d'autres sports, hein, football, basket, cyclisme, MotoGP. Le Club 115, c'est multisport, mais c'est vrai que ça nous fait plaisir de revenir sur la belle performance des Bleus contre l'Argentine parce que ça reste un beau résultat, une belle victoire 29-20, qui aurait pu être plus large, mais ça on le verra en article, hein, dans l'article qui sera posté avec le podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, arobase le Club 115. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci Max. Merci à toi, salut à tous. Salut!